Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode d'Androtech, le fruit du partenariat entre tech.tv et frandroid.com. Cette semaine, cette émission vous est présentée avec le soutien de Sony. Nous allons évoquer cette semaine Lollipop qui commence à arriver sur un certain nombre d'appareils Android, mais également de la sélection de Noël de l'équipe. Et justement, Gaël nous présentera donc ses appareils fétiches, c'est ça ? C'est ça. Vincent également. Salut, ouais, tout à fait. Baptiste. Ouais, comme Sheldon, j'ai mon coin de table préféré. On peut pas te mettre... Non. Non, c'est ici. Bon, tant pis. Et Ulrich qui va où on peut le mettre sur le plateau, vu que tu viens pas toutes les semaines. J'étais perdu. Ah bah maintenant t'as la place qui reste. Hein. Je m'étais perdu. Ouais. Il y a un gros barbu qui avait pris ma place. Mais là, Ouais, il va déposer Attention parce que tu lui fais un petit peu concurrence là cette semaine. Hein. C'est vrai. Mais lui, il bosse pour Noël, donc comme tous les gros barbus. Ok, d'accord. Je vous invite à partager cette émission avec le hashtag Androtech et c'est parti pour ce 31e épisode. Et pour commencer avec l'actualité de la semaine, nous allons parler de Lollipop, la dernière version d'Android, la 5.0, qui commence à arriver sur plein de produits. Gaël, on en est où ? On en est que Lollipop est enfin sorti sur Nexus, en tout cas, après une petite semaine de retard. Donc à l'origine, Lollipop devait sortir le 5 novembre, si je ne me trompe pas. En même temps que la Nexus 9, en fait. En même temps que la Nexus 9, il y a eu un petit peu de retard finalement. Le déploiement de la plupart des images d'Android Lollipop sont arrivées le 12 novembre, après une petite série de bugs, un petit retard sans trop de gravité. Et maintenant, normalement, la majorité des appareils Nexus sont sous Lollipop, c'est-à-dire du Nexus 4, 5, 6, 9, 7. Donc la plupart des appareils modernes Nexus sont... La 10 aussi ? Et la 10 aussi, n'oublions pas, assez mal d'ailleurs, sont maintenant sous Lollipop. Et les constructeurs tiers, alors on en est où ? Et alors les constructeurs tiers se tirent la bourre actuellement pour dire c'est moi le premier, moi je serai plus rapide que les autres. Actuellement, on a Nvidia et Motorola qui sont les deux bons élèves. Nvidia tout particulièrement puisque... Parce que Motorola, on l'attendait forcément, c'est lui qui fait le Nexus 6. Motorola, on l'attendait, mais il n'y a pas trop de soucis. Nvidia était très fort puisque la semaine d'après le 12 novembre, directement, la Lollipop était installée sur la Nvidia Shield, la Shield tablette, pardon, sur une mise à jour OTA avant tout le monde. Après, les autres constructeurs c'est plutôt rapide, ils sont plutôt réactifs, c'est-à-dire que LG a très vite sorti une première ROM pour le LG G3. En Pologne ? En Pologne, mais c'est assez facile de la retrouver, de flasher ça sur les appareils. Motorola, bien sûr, sur ses gammes Moto G et Moto X 2014 l'ont là aussi sorti. Et avant la fin de l'année, on devrait la voir sur la plupart des grands terminaux, je pense. HTC devrait pas trop tarder et il avait dit sous 90 jours après la sortie. Quant à Samsung, il parlait de début 2015. On a vu déjà des vidéos fuitées de Lollipop sur les Samsung le S5, Note 4 S4, normalement devrait être le premier. Et le Note 4 qui devrait être le premier. Et justement, Ulrich, tu as installé Lollipop sur ton G3 ? Ouais, j'ai installé sur le Nexus 4 et sur le G3 et du coup j'ai récupéré la ROM polonaise. Alors vas-y, on l'a fait passe-le-moi comme ça on va montrer à quoi ça ressemble. Bon, ouais, en gros, on retrouve les fonctionnalités de LG avec les nouvelles fonctionnalités de Lollipop. Ce qu'on remarque en premier, c'est les notifications sur l'écran de verrouillage de l'écran, avec l'accès direct aux paramètres. Alors, on a également, comme tu peux voir, l'accès au profil. Ouais, du tout coup, à fait. là, on va pouvoir prêter son téléphone. C'est les deux tiens d'ailleurs là, et je peux ajouter un invité si je veux. Voilà, et ça charge vraiment une nouvelle session. Et puis on a toutes les nouveautés la barre de notification ici notamment. Vincent a écrit un dossier très complet sur les... Et d'ailleurs on est en train d'en écrire un, on en avait déjà pas mal. Et d'ailleurs la particularité c'est que les boutons sont les mêmes que ceux de KitKat. Oui d'ailleurs ils les ont pas changés. Effectivement ils n'ont pas changé les boutons de KitKat, mais je vous assure que c'est la vraie mise à jour Lollipop. Effectivement elle ressemble beaucoup à l'interface de KitKat, ils n'ont pas beaucoup modifié les choses. Bon, globalement c'est pas inutilisable, mais je ne conseille pas l'installation d'un point de vue performance parce que j'ai l'impression que c'est pas une ROM finale. Ils ont voulu aller très vite pour être les premiers. D'ici la fin de l'année. Ils se sont un peu précipités. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils sont un peu précipités. Mais avec leur phase de test qu'ils sont en train de faire actuellement, Pologne, normalement ça devrait être bon. Les Polonais sont des bêta-testeurs. Je sais pas ce qu'il faut. C'est comme ça. Écoute, change de CV. Hein. On n'a pas que Lollipop cette semaine, enfin si, on l'a également, mais sur un produit qu'on n'attendait pas forcément. C'est une tablette et elle est signée Nokia. On ne l'attendait pas vraiment sur Android, mais Nokia sans Microsoft, ça donne aussi des produits, il l'avait dit, et c'est fait. Vincent,
Tu l'as étudié Tout un à petit peu, fait. cette tablette Nokia, elle s'appelle comment? Alors c'est la Nokia N1. Donc au début, on pensait pas que ça allait être une tablette, vu le teaser, l'image de teaser. Ouais, alors rappelons ce que c'était. L'image du teaser, c'était une boîte. box. Et voilà. Ouais. Et la box en question, c'était vraiment la boîte de Voilà, la tablette. la boîte de Donc on s'est fait avoir. rangement, le carton de la tablette. Et finalement, donc Nokia revient sur le devant de la scène quelques mois après s'être fait racheter par Microsoft. Et là, c'est bien la branche finlandaise de Nokia et non pas. Donc ceux qui restent de Microsoft, de Nokia. Voilà, les quelques employés qui restent encore en Finlande. Voilà. Suite au rachat. Espo je sais pas le dire. Exactement. Bon, bref, Ouais. en Finlande. Et du Là, il fait coup, froid. ils ont réussi à concevoir une tablette alors qui semble être produite et conçue par Foxconn. Donc peut-être sur un cahier des charges élaboré par Nokia, mais la conception et la fabrication, c'est Foxconn qui s'en occupe. Et donc c'est sous Android Lollipop, avec le nouveau launcher de Nokia, le Z Launcher, qui apporte un petit peu plus d'ergonomie et de facilité d'utilisation pour lancer des applications. On peut par exemple faire un P, puis ça va nous lister toutes les applications qui commencent par un P, voilà, des petites choses comme ça. Et c'est un iPad mini-like ou un iPad mini-killer, on ne sait pas encore, il faudra attendre de la tester. C'est pas une Nexus 6 Killer? Nexus 9 Nexus Killer? 9 peut-être aussi. Nexus Ouais. 6, Mais elle est moins chère, donc, parce qu'elle arrive au mois de février en Chine à $249. Un bon prix. D'un bon prix. C'est assez enthousiasmant. C'est pas cher parce que du coup elle a quand même des bonnes spécifications. Déjà elle a un dos en aluminium, ce qui fait tout de suite penser à l'iPad avec des bords arrondis. Et à l'intérieur on retrouve pas mal de performances, une bonne batterie, avec Android Lollipop, donc ça donne vraiment envie. Et à première vue avec les images qu'on a, les photos, ça a l'air d'être bien fini. Donc on a hâte de tester ça. C'est quoi, c'est du Bay Trail? C'est un Atom, voilà. 64 bits. Ouais, quad-core. D'ailleurs, ça doit pas mal utiliser les de nouveautés qu'il y a dans Lollipop. Voilà, A priori, oui. Et ils sont Supporte laissés le temps de 64 lancer en février-mars. Après, Intel, on commence à les voir un peu partout. Mais... Ouais, de plus en plus, ouais. Avec en plus, la puce graphique, c'est la même que sur l'iPhone 5S, qui est quand même réputé pour être assez performant dans ce domaine. Donc ça doit aussi donner des belles performances en jeu. C'est pas le prix que aurait dû avoir le Nexus 9, au passage. Mais... On en parlera pendant le test. Ça, c'est une autre question. Bon, cette tablette, elle met l'accent sur le design. Il y a une autre tendance design qui se manifeste en ce moment, c'est la course à la finesse. Et on la voit notamment chez les marques chinoises type Oppo ou Vivo, qui en ce moment rivalisent pour nous proposer des smartphones sous la barre des 5 mm, ce qui fait vraiment pas beaucoup. Eh bien oui, exactement. Alors, on avait déjà eu quelques offensives l'année dernière avec des smartphones qui se rapprochaient de 7 mm, 6 mm. Mais cette année, voilà, et spécifiquement ces derniers temps, on a vu apparaître pas mal d'annonces de smartphones qui sont même en dessous de la barre des 5 mm. Donc je crois que le Guinness peut même plus se mettre à jour parce que là, ça va trop vite. Voilà, le Guinness était bloqué sur l'Oppo R5 et puis finalement d'autres smartphones, sur le Gioni. Le Gioni, c'est le eLife S5.1. Pour 5,15 mm. Et exactement, le Guinness est resté bloqué là-dessus et depuis ça s'est fait dépasser. On a 3 marques à citer, il y a le Vivo X5 Max qui est à 4,75. Qui devrait être à 4,75 et qui est, je pense, le détenteur du record aujourd'hui. Juste au-dessus, l'Oppo R5 c'est pas facile, à 4,85 mm d'épaisseur. Et ensuite, il y a le Tornado 348 à 5,1 mm d'épaisseur. Voilà, qui est en fait le cousin du Gioni, qui a été juste rebrandé et refait un petit peu, mais avec la même coque. D'ailleurs, on a le Vivo sur le plateau. Je le vois pas. Vous ne voyez pas, c'est normal, on monte la tronche. Est-ce qu'on va s'attendre avec gros compromis? Alors, c'est quand même la crainte qu'on a quand on voit les téléphones aussi fins. Forcément. Nous, les compromis, on les regarde surtout du côté de l'écran. Parce qu'on n'a pas des technologies récentes d'écran, on a des vieilles technologies sur lesquelles ils ont amélioré justement l'empreinte en épaisseur. On a aussi, en termes de connectique, c'est-à-dire ils n'ont pas tous un port jack, ce qui est quand même dommage pour un téléphone de ne pas avoir de port jack. Mais quand on regarde l'Oppo, qui devrait avoir le Vivo qui devrait avoir le port jack. Quand on regarde la photo qui a été publiée avec le port jack, c'est vrai que le port jack de 3,5 mm prend vraiment quasiment toute l'épaisseur de. Donc c'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à le mettre dedans. Maintenant, il n'est pas encore sorti, donc on espère qu'ils vont réellement bien l'intégrer, que ça ne va pas à moitié dépasser, être mal fait avec une petite bosse. Sachant qu'il y a peu de chances qu'on voit ces téléphones en France ou en Europe. Hein. C'est vraiment des téléphones chinois qui sont pour le marché chinois. C'est marrant parce que moi je trouve que c'est intéressant d'un point de vue défi technologique, d'arriver à miniaturiser des composants. C'est pas des téléphones que j'achèterais parce que, comme tu dis,
C'est en retrait sur certaines caractéristiques, en particulier l'écran et la batterie, qui sont souvent quand même les 2 points sensibles des téléphones. Et la photo aussi, certains. La photo, ouais. Sans parler de la fragilité aussi, qui est un point. Ça, moi j'aurais quelques doutes, j'attendrai vraiment en tout cas les tests. Ça dépend si tu peux tordre ton téléphone. À l'heure du pratique. Gate, ouais, c'est pratique de pouvoir tordre parfois. Oui, bon. Mais c'est agréable, je trouve, d'avoir en main un téléphone vraiment fin. Moi, j'ai aimé le Alpha, par exemple. J'ai passé une semaine avec, et après, quand tu repasses sur un autre téléphone, tu t'aperçois pas trop. Mais quand tu reviens dessus, sur le Alpha ou sur un téléphone qui est aussi fin, tu te rends compte quand même que c'est super agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avec l'épaisseur, ils ont travaillé aussi sur la légèreté. Et donc, on a aussi des téléphones qui apparaissent en dessous des 100 grammes. Les technologies et donc, qui sont vraiment très légers. Les technologies de batterie sont encore pas assez avancées pour qu'on puisse vraiment profiter de téléphones comme normalement, ça. les capacités sont les mêmes, c'est 3000 mAh. Un peu moins quand même, elles sont un peu plus de 2000, mais pas forcément. C'est suffisant. Oui, mais tu peux. Enfin, faut voir l'optimisation derrière. Il donne envie. Moi, je trouve que c'est déjà une prouesse en termes de design. Comme ça qu'il y a pas mal de concessions. Par contre, regarde souvent l'appareil photo il dépasse un petit peu. Hein. C'est le problème. L'appareil photo, faut aussi. Je parlais du port jack tout à l'heure. Je rajoute aussi l'extension en micro SD. Et ils ne sont pas vendus avec énormément de mémoire interne et il n'y a aucune solution du coup pour l'augmenter. Ah bon, Mediaden aussi, mais on n'a pas forcément non plus la place pour mettre une prise supplémentaire pour une carte. C'est un petit peu dommage. Exactement. Mais bon, on verra tout ça en tout cas, ça devrait sortir d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et je pense que d'autres marques devraient aussi continuer à proposer des smartphones concurrents. Le test de cette semaine, c'est la fameuse Nexus 9 de Google et de HTC que nous avons bien sûr reçue à la rédaction. Cette tablette, c'est donc la première depuis très longtemps de HTC fournie pour Google, avec le Lollipop évidemment comme ambassadeur de donc la nouvelle version d'Android. Vincent, tu l'as testé en long, en large et en travers. C'est ça, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Un petit peu mitigé, on va dire, parce que du coup on attendait beaucoup de la Nexus 9, ça a signé le retour d'HTC au bout de 2-3 ans de disette dans le domaine des tablettes, après un essai un peu infructueux, et la Nexus aussi, le renouvellement de la gamme Nexus sur tablette, on attendait beaucoup, surtout qu'il y a eu pas mal de fuites ces derniers mois, et on savait que ça allait être notamment la première tablette à intégrer le Tegra K1 en version 64 bits, donc la puce de Nvidia qui est déjà assez performante dans les jeux. Donc on attendait beaucoup de cette tablette pour toutes ces raisons. Et finalement, un petit peu déçu. Alors quand on l'a reçu, ce qui saute aux yeux, en fait, c'est l'écran qui est pas forcément vraiment top parce qu'il y a beaucoup de fuites de lumière et même du clouding. Alors le clouding, ça apparaît, par exemple, vous regardez un film, le film est assez sombre avec des scènes noires et on va avoir des nuages gris qui vont remplacer le fond noir à certains endroits. Donc c'est assez gênant en termes de qualité. Et toujours en parlant de qualité, c'est la qualité de la fabrication également qui a l'air d'être un peu aléatoire. Alors qu'est-ce que tu lui reproches exactement ? Alors sur la qualité de fabrication, donc c'est notamment l'utilisation du plastique pour le dos. Alors c'est pas le fait qu'ils utilisent du plastique, ça j'ai pas forcément de souci si le plastique est de bonne qualité, mais c'est qu'au niveau du logo Nexus, en fait le plastique s'enfonce un petit peu légèrement quand on appuie dessus. Donc apparemment ça le fait de manière différente selon les exemplaires. On a vu sur internet des gifs où vraiment le plastique s'enfonçait de plusieurs millimètres. La nôtre c'est un peu plus léger et il y en a carrément c'est presque rien. Oui, tu peux tester. Moi j'y arrive pas en fait. Alors, mais effectivement ça donne une impression de vide en fait. On voit quand même. On appuie sur la coque et on comprend que le contenu est pas collé à la coque et c'est un petit peu dommage parce que bon c'est pas fou non plus. Non mais bon ça enlève vraiment un petit peu la sensation de solidité et la sensation de en revanche on a quand même un très bon point au niveau des tranches en métal qui sont assez agréables. Oui, par contre, c'est sur la finition peut-être. Le design est sympa en plus, elle est agréable en noir, je suis un peu moins fan parce qu'en plus le plastique attrape un peu les traces de doigts à l'arrière. On vient d'avoir une belle collection là, on a ajouté dessus. Mais sinon en blanc, elle est en blanc crème un peu cassé et c'est assez sympa, ça change de la Nexus 7 notamment. Les bandes noires sont intéressants parce que tu peux tenir la tablette en mode paysage et t'as pas les mains sur l'écran. C'est ça. Et c'est une 4 tiers, hein, c'est pas... C'est 4 tiers, ouais. Alors est-ce que c'est une bonne idée ce format ? Bah oui et non. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dessus, que ce soit pour les pages web ou du traitement de texte, de l'Excel, c'est très bien, ou un magazine, voilà. Parce qu'on peut le tenir au format portrait et la navigation web est toujours agréable.
Parce qu'on dispose d'une vraie largeur à ce moment-là. On a vraiment de la largeur. Mais par contre, pour regarder des films, du coup, on a des bandes noires parce que c'est pas au format 16/9. Si j'ouvre une page web. Des séries ou des films, et les films c'est encore pire parce qu'ils sont pas en 16/9, donc on a encore plus de bandes noires. Donc ça dépend des utilisations. Si c'est que pour regarder des films, on préférera du 16/9, mais sinon pour tout ce qui est productivité, c'est quand même pas mal. Et sinon, bon, après, il n'y a pas que des points négatifs. Hein. On finira par dire que Nexus oblige, on n'a pas de port SD pour augmenter la capacité. On est donc à 16 et 32 Go, c'est ça ? 16 ou 32, et à partir de 399 € pour le 16 Go, et d'ailleurs ça va jusqu'à 569 € pour 32 Go et 4G. Donc on peut mettre sa carte SIM 4G pour avoir internet n'importe où. Et sinon, c'est Lollipop qui est intégré de base, donc c'est le premier appareil avec lequel on a pu jouer qui est intégré Lollipop. Et ça change quand même la vie par rapport à un Android stock, hein, comme on a pu le voir avec le LG, où rien que les notifications, le design aussi, c'est le Google Launcher qui est de base et qui a été un peu revu. Et c'est pas ton premier produit Google Experience ? Si, ouais, il y avait la Shield Tablet, non, la Shield Tablet qui était sous KitKat. Et je trouvais que Android Stock n'était pas très agréable à utiliser à l'époque, alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser Android Stock sans rajouter un launcher ou autre chose, une application, ou alors router ou mettre une ROM. Je trouve que là, il est beaucoup plus utilisable par... T'as quand même vu déjà des bugs sur cette version ? Sur la Nexus 9, des bugs... Alors, il y a peut-être des bugs au niveau de l'autonomie, parce que l'autonomie n'était pas super, et apparemment, Google avait même fait des mises à jour OTA avant qu'on la reçoive pour essayer de corriger ce problème, et on avait vu sur les sites US que ça avait un peu modifié le comportement de la tablette à ce niveau-là. Mais après, bon, je sais pas. Moi, j'ai pas eu des gros bugs en tout cas. Et au niveau des performances aussi, parce que c'est du Tegra K1. Ouais, si. Performance, par contre, il n'y avait aucun souci. C'est le K1 avec le vrai. 64 bits. Et en plus, j'appelle ça le vrai K1. Ouais, parce que du coup, c'est un dual core au lieu du quad core de la version 32 bits. Et les cœurs ont été développés directement par Nvidia, donc en se basant sur le jeu d'instruction ARM-V8. Mais ils n'ont pas pris des cœurs de chez Cortex. C'est eux, ils ont vraiment développé en interne les cœurs. Et donc, c'est très performant. C'est Kepler, c'est ça ? Pardon ? C'est Kepler le GPU, au niveau de la puce graphique, et le nom Denver. Le cœur processeur. Ouais. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ce processeur sur un appareil. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, c'est très puissant, très performant, parce qu'il a beau avoir que 2 cœurs, il est quand même très performant. Après, on n'a pas pu faire nos mesures vraiment profondes dans les jeux, parce que sur Lollipop, on n'a pas encore d'outils de mesure des images par seconde, à cause justement de la nouveauté Lollipop, mais les développeurs sont en train de travailler dessus. Sur Nexus 10, on avait ce problème des applications Android qui avaient du mal à gérer des très hautes définitions. On avait beaucoup d'espaces blancs, de marge, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Encore un peu. C'est vrai que l'expérience tablette n'est pas forcément idéale sur Android, parce que les développeurs ne jouent pas forcément le jeu de développer spécifiquement leur application, ou alors une version de leur application pour tirer profit justement partie de ces grosses définitions d'écran, vu que là c'est du 2048 par 1536. J'ai vu par exemple que Chrome, il affiche pas les sites web avec ces définitions, parce que Frandroid est affiché comme si c'était du 1024 en largeur. J'ai pas fait attention à ça. En mode portrait ? Ouais, en mode paysage même. Et du coup ça évite d'avoir du petit contenu difficile à lire. Il zoome dessus, ok, ouais. Ouais, en fait il a divisé par deux la largeur en fait. Ouais. C'est mieux en fait. Ça évite de zoomer. Et en termes d'autonomie, qu'est-ce qu'on en pense alors ? Justement, c'est ce que je disais, pas forcément idéal par rapport à la Nexus 7 en tout cas. Elle tient un peu moins longtemps que la Nexus 7. C'était plutôt bien effectivement sur C'est un peu le problème d'ailleurs, parce que la Nexus 9 a remplacé la Nexus 7 sur le Play Store. C'est-à-dire que Google change de gamme et fait une croix sur une excellente Nexus 7, enfin en tout cas un excellent rapport qualité-prix sur Nexus 7. Un rapport qualité-prix, je suis pas sûr qu'il soit aussi bon sur un Nexus 9. Non, c'est vrai qu'à 399, c'est déjà un prix un peu plus conséquent. C'est le prix de l'iPad mini 3. C'est le prix de l'iPad mini 3, ouais. Pas de secret. Qui n'a pas forcément les soucis qui n'est pas le moins cher. Qu'on a cités, mais qui n'est pas le moins cher non plus en plus. Ouais. Mais est-ce qu'elle peut vraiment rivaliser avec cet iPad Est-ce que c'est vraiment un iPad killer d'ailleurs, ou un concurrent d'iPad tout court? En perf, oui. En perf, oui. Après, en finition, clairement non, parce que l'iPad, voilà. Le problème d'écran.
problème d'écran et de la coque aussi qui a tendance un peu à bougeoter. Et aussi pour les applications finalement, enfin l'écosystème en fait. iOS est beaucoup plus près pour les tablettes que Android l'est pour les tablettes. Il y a encore des soucis. D'ailleurs, ça, les critiques qu'on a par rapport à Lollipop, c'est qu'ils n'ont pas encore corrigé. Voilà, dès qu'on est sur des très hautes définitions, il y a du blanc, il y a des marges qui sont trop importantes. Et on a l'impression que l'écran, on n'utilise pas finalement la surface qu'on a. C'est dommage. Bon, pour finir, un avis chacun sur cette tablette. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gaël? Est-ce que tu l'achèterais? Non, moi je suis pas trop convaincu, mais je suis plutôt le gars qui aime bien le rapport qualité-prix. Donc, Monsieur Bonplan. Surtout sur l'usage tablette. C'est pas un smartphone qu'on va avoir dans la poche en permanence. Ah non, là, normalement, elle reste sur la table du salon, voire on l'emporte dans un sac pour travailler en journée. Ouais. Non, je suis pas ultra convaincu, mais je suis pas fan du format de base déjà. Donc, bon. Vincent, tu nous en as déjà parlé en quelques mots? Bah oui et non, parce que finalement il n'y a pas grand monde à côté d'elle, enfin face à elle plutôt pour l'instant pour concurrencer, parce que c'est clair que niveau performance, si il y a bien la Shield Tablet, mais c'est pas du tout le même format. Donc finalement si on veut quelque chose de performant dans une diagonale d'écran similaire à la Nexus 9, il n'y a rien, donc on est plus ou moins obligé, ou alors il faut quitter l'écosystème Android et c'est pas facile. Apple, mais... Jamais. Baptiste, tu serais prêt à l'acheter ou à la conseiller? Oui, je l'ai acheté et puis c'est la rédac qui la teste. Oui, on ne te la rendra jamais, finalement. Je me pose beaucoup de questionnements sur son positionnement. Comme le Nexus 6, on n'arrêtera pas de se questionner. C'est dommage, moins cher, ça aurait été un super rapport qualité-prix, un produit qu'on aurait conseillé à tout va, mais... Et parce qu'il y a la Google Experience, parce qu'il y a plein d'autres choses qui en font un très bon produit, mais quand même, voilà, le positionnement n'est pas tip-top. Bon, tu vas peut-être pas la récupérer alors. Ulrich, est-ce que tu es aussi mitigé que tout le monde à cette table? Disons qu'à 400 €, pour moi, il faut faire un sans faute. Dans le monde des tablettes, parce qu'au-dessus de 200-250 €, il n'y a personne, il n'y a que Apple. Dans les ventes, je parle. Pas dans les produits disponibles. Du coup, si on veut qu'un produit se positionne face à l'iPad ou face aux iPads, il faut un produit qui soit tip-top. Et aujourd'hui, un Nexus 9, elle ne remplit pas toutes les cases à cocher, j'ai envie de dire, de la tablette tip-top. Et en plus, il y a des alternatives qui sont très intéressantes. Je parle par exemple de la LG G-Pad 8.3, qu'on trouve à des prix très intéressants, qui a une bonne définition d'écran. Elle n'est pas tout à fait dans la même gamme. Elle est suffisante. Elle est largement suffisante, on la trouve à 200 €. Bien sûr, au moins. Pour certains usages de la tablette, Xiaomi Mi Pad. Oui, c'est vrai. La Mi Pad, il faut l'importer, mais c'est une très bonne tablette avec un très bon écran, un très bon processeur. Et puis là, il y a la Nokia qui arrive à 250 $. Il faudra peut-être l'attendre pour un peu plus tard en France. Mais je veux dire, pauvre Nexus 9, elle va se retrouver sur un marché où il y a des tablettes Android qui ont les mêmes performances pour 200 € moins. C'est un petit peu son problème. À part la force Google, on a vraiment des doutes qu'elle se vende. Bon, mais je suis content que HTC soit revenu. Effectivement, pour HTC, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière tablette de HTC. La Flyer, tu veux dire? La Flyer, c'est la première tablette. C'était le seul. Elle me laissait un souvenir ému. Moi, je l'aimais bien. Mais bon, effectivement, elle n'a pas, forcément eu un succès commercial. Il fallait pas dire tablette chez HTC. C'est un retour plutôt réussi tout de même pour une marque qui n'a pas fait de tablette depuis extrêmement longtemps. Attention quand même, j'aurais tendance à dire que c'est une première version moyenne. On espère en tout cas que dans des autres phases de production, les petits défauts techniques seront corrigés, notamment au niveau de l'écran, et que les améliorations logicielles de Lollipop viendront aider cette tablette à convaincre ses utilisateurs. En tout cas, pour l'instant, effectivement, le bilan est un tout petit peu mitigé sur cette Nexus 9, un peu chère sur le Play Store. Voilà pour le test de la Nexus 9 de Google. Nous arrivons à la fin du mois de novembre et Noël approche à grands pas. On va donc parler des cadeaux qu'on va mettre au pied du sapin et chacun a sélectionné ici ses coups de cœur de l'année qui méritent d'être conseillés et d'être offerts à vos proches ou de vous offrir d'ailleurs à vous-même. On va commencer par tes coups de cœur à toi, Vincent, pour Noël. Ouais. Qu'est-ce que tu vas demander ou qu'est-ce que tu voudrais offrir? Alors moi, ça fait des années que je rêve d'un drone. En fait, c'est avec les drones Parrot, notamment la société française, qui avait fait ces petits drones depuis quelques années. AirDrone 1, AirDrone 2. Voilà, c'est ça. Et quand je voyais les vidéos de présentation ou les tests, ça me faisait rêver, mais je trouvais je trouvais que c'était un petit peu cher quand même, que c'était gadget et que j'allais pas... Du coup, t'en as pris un extrêmement cher. Voilà. Soyons fous. Et du coup, là, ils viennent d'annoncer le Bebop Drone, que j'ai pu tester rapidement à Paris lors de l'officialisation.
Et en fait, ça m'a encore plus fait rêver que les vidéos de présentation des petits drones, parce que là, on est quand même un cran au-dessus des drones qui... Ah, il est bleu. Ça dépend, il peut être bleu, crois qu'il y a plusieurs rouge, couleurs, hein. jaune, vert, ouais. Il a une super gueule. L'Air Drone était un peu produit bizarre, de ouais. R&D qui avait réussi. Une coque, Voilà, avec des coques, des Ouais. couleurs. Il était quand même fonctionnel. Hein. Il était fonctionnel, mais c'était un produit de R&D qui avait réussi. Alors que là, Et là, il vous fait rêver alors? là, Pourquoi il le fait dernier rêver? drone, Qu'est-ce il a qu'il une bien super Alors, gueule. il est un cran au-dessus parce que déjà niveau portée, on peut aller jusqu'à 2 km. Alors qu'avant, il fallait se limiter à 100, 200, 300 mètres dans le meilleur des cas. T'évites les centrales nucléaires quand même. À On- 2 km. Ouais, mais alors attention, c'est pas la version de base, parce qu'il y a la version de base à 500 €, donc en plus ils en ont profité pour augmenter les prix, mais parce que c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir avec les anciens drones. Donc la version de base c'est 500 € et on a que le drone, et après on le pilote en fait avec un smartphone ou une tablette reliée en Wi-Fi, et du coup là Il est vraiment petit. la portée c'est 300 mètres, voilà, comme là il le fait avec sa tablette. Et ensuite il y a la version à 900 € où là, en plus du drone, on livre une télécommande, mais c'est une télécommande bien mastoc avec 2 joysticks gauche-droite, et dedans il y a une antenne Wi-Fi qui permet d'amplifier le signal, et là la portée en pavé fait, comme ça. voilà, c'est vraiment un gros truc, et là le signal porte jusqu'à 2 km, et du coup en fait on a en plus le retour vidéo. C'est idéal pour les centrales nucléaires, comme tu disais. Non, Tu pour les vas me voler ma vacances. blague, hein. Ah non, mais... Pour les vacances, c'est C'est génial pas pour une faire blague. des films, des photos. Enfin, un photographe amateur, déjà, ça existe déjà pour les photographes et vidéastes Par contre, à 900 amateurs. $, version pro. 900 €, t'as des alternatives. Alors, je me suis beaucoup plus pro, renseigné, ouais, mais en fait, pas tant que ça. Ils sont vachement bien positionnés au niveau tarifaire, parce que j'ai regardé, en fait, il y a surtout la société Phantom qui fait les DJI, ou l'inverse, les DJ qui fait. C'est DJ Phantom. de fantôme, ouais. Ouais. Et tu peux installer une GoPro. Des dessus. GoPro, voilà. Mais c'est quand même, c'est minimum. En fait, ça revient à peu près au même. Et pour quelqu'un qui a déjà une tablette, par exemple, ou une GoPro, pour quelqu'un qui a déjà la GoPro, en effet, vaut mieux aller vers les DJI de Phantom. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la GoPro, le tout-en-un de Parrot est moins cher finalement. Et en plus, c'est un petit peu plus facile à l'utilisation parce qu'il n'y a rien à monter. Il n'y a pas la GoPro Il y a insérée le dedans. retour vidéo juste Ouais, autour. c'est quand même plus simple, plus simple, effectivement. ouais. Il y a le logiciel dispo sur Android, Il est en rose, en iOS. Ouais, Ah bah ça je c'est pense que vraiment du rouge, bien. normalement, mais, Ah, c'est du rouge. Et du coup, en fait, ce qui est aussi peut-être un peu mieux, alors ça dépend, pour les amateurs c'est mieux, pour les pros c'est moins bien, c'est que la caméra donc, de 14 mégapixels qu'il y a dedans, c'est un grand angle, donc comme la GoPro, un fisheye, sauf que le processeur d'image à l'intérieur travaille en permanence pour qu'il n'y ait pas cet effet fisheye. En fait, on a une vidéo qui est comment dire, plate en fait, enfin qui n'a pas ce... Oui, elle n'est sur pas les bords, déformée. elle est sur pas les Du coup, déformée. on peut utiliser le Oculus Rift avec. Et en plus, voilà, on peut brancher, donc quand on a la manette, là, donc le pack à 1000 €, on peut rajouter encore des centaines d'euros avec on un n'est plus, Oculus Rift. on n'est plus à 500 $ près. Voilà, donc on relie l'Oculus, le casque de réalité virtuelle sur la télécommande, on enfile le casque, et en fait, Et on À ce vomit moment-là, dans les ça- 5 minutes, du coup. Et à ce moment-là, c'est immersif, quoi. c'est immersif, voilà, parce que Tu la tombes de la caméra falaise. du drone retransmet les images dans l'Oculus, et en plus, quand on tourne la tête avec l'Oculus, ça fait tourner la caméra qu'il y a Ah, c'est dans pas- le drone. ah, c'est pas mal. Donc on peut voir le sol, le ciel, gauche, droite, C'est etc. super. Donc on se sent comme un oiseau, et j'ai toujours rêvé d'être un oiseau. Alors, donc, si vous êtes fortuné, voilà. Tu ne chantes Ouais. pas. vous avez un papa fortuné. Ouais, quand même. Et par contre, Voilà, allez, c'est un beau c'est cadeau. ça. C'est soit pour les amateurs geeks fortunés, ou soit pour les semi-pros, ou même ceux qui leur passion c'est la photo, par exemple photo aérienne. Et là on peut faire par contre des vraiment très jolis clichés. Mais j'ai vu qu'il y a avec quand même ce du genre matériel, d'appareil. on peut monter un réflexe dessus pour les gens qui aiment vraiment Oui. la photo. Oui, ouais, bah là C'est c'est encore un un cran peu dessus. plus, Ouais. Oui, alors là, Ouais. on parle On des... a des trucs autour de 1000 €. Mais après, il y a des choses Pour des maison. réflexes, non. Parce que Ouais. pour un réflexe, vu que c'est très lourd, il faut un drone qui Il faut est qu'il soit ait ton costaud, tout de réflexe même. aussi en plus. à côté. ouais. donc c'est pas bien. Non, il y a des Ouais, petits est-ce que- réflexes. Et toi, Gaël, est-ce que tu nous as trouvé quelque chose d'un tout petit peu moins cher peut-être Alors, pour moi, ceux c'est qui ont moins d'argent? Beaucoup moins cher parce que moi depuis que je suis devenu journaliste pour les téléphones, on me demande souvent j'ai 200 balles et je veux un bon téléphone. Et pour eux, j'ai toujours la même réponse qui me semble la meilleure réponse à donner cette année, c'est acheter un Moto G 4G qui à mon sens est un très beau cadeau de Noël pour les gens qui veulent tout simplement un bon téléphone pas trop cher. Le Moto G 4G, on a déjà dit beaucoup de bien sur Frandroid. C'est actuellement, moi, à mon sens, le meilleur rapport qualité-prix. C'est un écran HD, c'est une compatibilité 4G, c'est tous les avantages de Motorola qu'il y a derrière, c'est-à-dire Des mises à jour. des mises à jour sont- très sont rapides, rapides, oui. c'est très fluide, l'interface logicielle, c'est de l'Android stock avec quelques ajouts très bien pensés de Motorola. L'un des rares défauts, c'est une très bonne autonomie aussi, c'est un des très bons points forts de ce Moto G 4G.
Les petits points faibles, c'était une photo qui sont toujours assez moisies, mais c'est une marque de fabrique chez Motorola. Tous les clichés sont toujours flous ou pas très bien. Dès qu'il y a un problème de lumière, ça fonctionne mal. Et l'absence de pourcentage de batterie, qui est un truc, on nous reproche souvent dans les tests, ouais, vous mettez toujours l'absence de pourcentage de batterie. Eh ben oui, mais c'est énervant. Oui, mais c'est pénible parce que moi je veux savoir combien il me reste sur la batterie, surtout que ces téléphones tiennent à peine plus d'une journée. Voilà, donc si vous avez un téléphone, il vous faut un téléphone, si quelqu'un vous demande un bon téléphone de cette année, prenez un Moto G4G, c'est un très beau cadeau de Noël. Bon, voilà un conseil au moins précis. Baptiste, tu nous conseilles quoi, toi? Moi, je vais faire finalement la même gamme, mais juste un peu au-dessus. Bon plan, mais un peu plus cher. Voilà, c'est le même conseil finalement, le même rapport qualité-prix, mais c'est quoi? juste un peu au-dessus. C'était la bonne révélation de l'année 2014, puisque le sujet c'était les coups de cœur Okay, 2014. Et c'est le OnePlus One, je pense, qui était quand même. Ça fait deux. Ça fait deux. OnePlus One. Je me fais encore avoir avec ces trucs-là. C'est fou. Non, finalement, on en a beaucoup parlé cette année, c'est clair, mais c'était quand même un bon produit, bien positionné, avec une campagne de com avec des ratés, mais quand même bien réussi. Ils ont réussi quand même un petit coup de force, c'est faire que il y ait quand même beaucoup de gens qui connaissent cette marque, alors qu'elle était inexistante les années précédentes. Donc si tu le conseilles aux gens qui arriveront à dégoter une invitation suffisamment vite pour l'avoir sous le sapin à Noël. Voilà, c'est sa disponibilité qui est encore incertaine, mais ça reste D'ailleurs, moi j'ai une petite hypothèse. Un bon coup de cœur. D'ailleurs, Gaël en a un, PO en a un aussi. Ouais, alors il faudra dire un truc et rappeler le gros défaut du OnePlus One, c'est qu'il n'est pas compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G en France, et notamment la bande de 800 MHz qui est chez Orange, Bouygues et SFR. Il faut que tu ailles chez Bouygues. Chez Bouygues, il marche pas mal. Voilà, d'ailleurs, ça dépend de l'opérateur. Il y a une petite hypothèse dont j'ai disqué hier avec des amis. Alors dis-nous ça. Sur la disponibilité du OnePlus One. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est difficile à trouver? Quelle est ta théorie du complot? Alors, la raison qu'on donne, et la raison qu'ils donnent, c'est qu'ils ont du mal à produire. En fait, c'est pas vrai. Ils peuvent produire parce que c'est les usines de Oppo. En fait, c'est une vraie volonté de leur part de limiter l'accessibilité au téléphone pour que derrière, on ait toujours cette notion de rareté qui fait que pour le démarrage de la marque, ils sont vraiment sur une notion de long terme pour la création de la marque, poser la marque, l'image de la marque, le positionnement de la marque, et ils veulent vraiment jouer sur cette notion de rareté. Et du coup, le téléphone, il va avoir une grosse demande qui sera régulière et continue pendant les prochains mois. C'est bien joué finalement. Finalement, ils veulent faire un peu même si nous on critique. L'équivalent chez iOS, c'est les files d'attente. Mais eux, ils le font sur plusieurs mois. Voilà, ça dure longtemps quand même, hein. Ça fait maintenant de longs mois. Et ça va continuer, honnêtement, ça va continuer. Sûrement, vu le rapport qualité. Et quand il y aura le second modèle, on pourra peut-être acheter le OnePlus One tout de suite. Mais le OnePlus One 2, on aura plus je sais pas comment on dit, le OnePlus 2, 2, OnePlus 2, ça faudra attendre aussi. Et il faudra être patient et avoir des amis qui ont des invitations. Bon, on verra si le temps te donne raison. Est-ce que toi, tu as un objet à nous conseiller également, connecté au smartphone ou tablette? J'ai 3 objets, mais je vais rapidement. La Shield tablette. Shield tablette, elle est moche. Mais non, elle est pas très belle. Non, quand on compare avec Nexus 9 ou à l'iPad Mini 3 ou à tous ces produits qui sont fins avec les bordures, avec de l'aluminium, des bordures fines, une bonne finition, elle est pas extrêmement belle. C'est pas un design extrêmement moderne. Ouais, c'est un produit qui a été orienté pour les gamers tout en restant très grand public. Très grand public, ça veut dire quoi? Elle est accessible. 300 € pour la version Wi-Fi. On met 70 € de plus, on a une version 4G. C'est les performances. On a quand même du Tegra K1, qui n'est pas le K1 64 bits, mais qui est quand même un des processeurs les plus performants de l'année. On a un écran Full HD IPS, qui est plutôt pas mal, pas extraordinaire, mais qui est parmi les bons écrans de l'année. Et on a plein de fonctionnalités, comme par exemple, tu vas pouvoir en parler, Vincent, pour les gamers, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, surtout depuis là, ils ont ouvert la fonctionnalité Grid qui permet de jouer à distance à des jeux PC, même sans disposer d'un PC. Donc en fait, les jeux tournent chez Nvidia dans des data centers, et le jeu PC, donc pour l'instant il y a une vingtaine de titres,
envoyer le flux vidéo, en fait, est envoyé sur la tablette. Du cloud gaming. Ouais, du cloud gaming, exactement. Ouais, ça fonctionne. Ça dépend des extraordinaire, on va dire. connexions. Faut pas mentir, faut quand même avoir une bonne connexion, peu de latence pour vraiment profiter d'une... En gros, il faut la fibre pour bien en profiter, quoi. Surtout ou qu'il n'y ait personne sur ton ADSL, on va dire. Non, la DSL, je pense que... Tu penses pas ? Je pense qu'il faut Parce que la latence, quand elle est 25, le serveur, il envoie du 25. Mais la DSL, ça change. Ouais. Non, bon, en gros, moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez une tablette qui est performante, vous voulez pas entrer dans le cliché iPad mini 3 et que vous avez pas de toute façon l'argent pour mettre dans la Nexus 9 ou l'iPad mini 3, c'est une tablette qui est, je trouve, très intéressante, avec pas mal de fonctionnalités, et en plus, elle est déjà sur le Lollipop. Pour les gens qui sont fans d'Android, c'est quand même un gros point, et c'est stable. À regarder de près, donc. Ouais, franchement, c'est... D'ailleurs, chez Amazon, ils ont des problèmes de stock et on la trouve sur matériel.net. Elle est encore en stock et c'est parmi un des produits les mieux vendus sur matériel.net côté tablette. Pas mal, hein. Effectivement, ça peut être regardé pour les gamers en tout cas. Vincent, tu as une deuxième chance de nous proposer peut-être un cadeau qui sera un peu moins cher, un peu plus accessible. Plus abordable, oui. C'est la montre, donc la LG G-Watch R. Raté. Donc 250 €. C'est le prix de la tablette, c'est vrai. Ouais, elle est un peu moins chère, on la trouve. 30 € de moins, ouais. C'est 270. Et du coup, on la présente plus trop parce que c'est une montre sous Android Wear. Et en fait, je pensais pas que ça allait m'attirer autant les montres sous Android Wear. Et j'ai commencé à tester avec la G-Watch tout court. Et en fait, je suis tombé amoureux du concept d'avoir les notifications au poignet. Moi aussi. Je me déplace en fait beaucoup à vélo dans Paris. T'as une vieille Casio, toi. Je trouve que c'est vraiment très pratique d'avoir les notifications sur la montre, ouais. Et savoir est-ce que je dois m'arrêter pour répondre à l'appel ou au texto ou qui c'est et ça m'est déjà arrivé. Le GPS, non ? Le GPS, ouais, alors pas top, parce que sous Android Wear, pour l'instant, je trouve que c'est pas encore... C'est l'interface qui est pas terrible. J'ai l'impression que ça a été pensé pour les villes américaines où ils ont juste des... Oui, mais des flèches, à gauche, tu vas tout droit et tu tournes à gauche. Parce que là, dès qu'on a l'avenue du général machin, c'est mort, on a juste écrit avenue du G, et puis si, voilà, on sait pas exactement quelle rue ou quelle avenue. Et tu t'es paumé quelquefois Ça m'est arrivé, oui. C'est ça que t'es en retard ce matin, d'accord, j'ai compris. Mais sinon, j'aime bien le principe en tout cas, et puis la G-Watch R, je trouve c'est la plus jolie des montres sous Android Wear, même s'il y a encore quelques petits efforts à faire de la part des constructeurs. La Moto 360, elle est jolie. Ouais, mais je trouve qu'elle est moins jolie. C'est une histoire de goût après. Moi j'ai testé la G-Watcher, je la trouvais bien. Celle-là n'a pas le cadran coupé en dessous, contrairement non, mais elle a une lunette gratuite qui ne sert pas à grand chose. Elle est juste là pour l'esthétique. Oui. Elle décore. Oui. Ouais, Elle tourne même pas. Hein. Non, non, je trouve ça on avait fait le schéma, ils auraient pu mettre un écran carré, ça aurait tenu dans le rond extérieur. Et elle n'a pas de capteur de Et nudité. c'est quand même dommage d'avoir une si grosse lunette. Gaël, est-ce que tu as aussi un objet connecté à nous conseiller ? Oui, c'est le bracelet, le Misfit Shine. Alors c'est pas vraiment un bracelet, en fait, c'est plutôt une pastille qu'on met soit autour du poignet avec un bracelet, on soit pas. Non, qu'on mange pas. On peut le manger, c'est-à-dire vu qu'il y a une autonomie de 4 mois, on recrachera un moment ou un autre. Et soit qu'on peut accrocher à sa chemise d'une autre manière avec une petite bague. Donc le Misfit Shine, ça coûte un peu plus d'une centaine d'euros, si je me souviens bien. L'avantage, c'est assez basique, on va dire. Ça compte ses pas, ça surveille son sommeil, ça regarde grosso modo l'activité qu'on fait avec l'application qui est dédiée. Le gros point fort, c'est que c'est un bracelet esthétique et qui est plutôt bien adapté aux petits poignets comme aux gros. Donc, oui, au mien c'était très bien. Donc sur les petits poignets, c'est pas mal. Et les couleurs sont des couleurs sont bien. Enfin bref, c'est un des rares bracelets en fait qui est un peu un design travaillé. Voilà. Parce que on voit toutes les horreurs qu'il y a autour du poignet ici, que ce soit sur le poignet de l'or, sur le mien ou chez Vincent. C'est vraiment pas beau tous ces trucs-là. Le Misfit Shine a au moins le mérite d'être un peu travaillé de ce point de vue-là, ce qui n'est pas désagréable. Ouais, mais au moins, quand je veux regarder l'heure, il m'affiche l'heure. On peut le voir sur la caméra, j'ai l'heure. Et j'ai mes presque 10 000 pas. Oui, monsieur. Donc, bon, c'est pas si mal. Voilà. Pour l'avoir essayé, c'est pas mal. L'appli Android n'est pas encore tip-top. Non, elle n'est pas terrible. Hein. Non. Mais bon. C'est au moins un bracelet joli, c'est déjà ça de prix. Baptiste, dis-moi que tu as pensé au petit budget. Je vous ai trouvé le produit, je pense, c'est le produit électronique le plus accessible et je pense que son rapport prix-utilité est assez imbattable. Moi, je suis devenu un petit peu finalement addict à son utilisation. T'aimes bien faire monter le suspense. J'aime bien, j'adore. Je sais ce que c'est cette fois-ci. C'est le Chromecast de Google. Facile à acheter, dispo, c'est à 35 €. Même moi, parfois il y a des petites promos, là, moins de 30 €. C'est 35 € quand on l'achète de base sur Amazon. Tu t'en sers comment alors, toi ? Moi, mon utilisation, c'est par exemple Netflix.
Donc t'es dans ton lit avec ton téléphone et tu balances. Et je balance depuis l'application Netflix sur le Chromecast. Je trouve que c'est l'usage. Écoute, pour tous les gens qui n'ont pas la télé, enfin qui ont juste un écran mais pas de box, rien, c'est vrai. C'est utile. Ça redonne une seconde vie. Il faut quand même Internet. Est-ce qu'on doit payer leur devant? Il faut quand même Internet et le Wi-Fi. Il y a d'autres usages, les vidéos YouTube. Dès qu'on parle d'une vidéo YouTube, et qu'on est sur le canapé et qu'on veut balancer une vidéo YouTube, c'est nickel. On peut faire du screencast, ça marche très très bien. On en a effectivement, on en a au boulot. On s'en sert au boulot pour faire les présentations clients des fois. Est-ce que c'est facile à utiliser? On peut le conseiller à nos parents, à des gens qui ne sont pas très technophiles? Déjà, ça marche sur iOS. Tant que, non mais c'est bien, je veux dire. Quand on a l'habitude de manier une application mobile, en général c'est super bien intégré, c'est une petite icône en haut dans la barre d'action, il suffit de cliquer et ça balance sur le Chromecast. Tout se connecte tout automatiquement, c'est quand même d'une utilisation vraiment extrêmement simplifiée et simplissime. Bon, un bon conseil pour Noël. Ulrich, tu as une dernière chance. J'ai 2 produits. Alors je vais très vite. Premier, c'est si vous voulez le bracelet connecté. C'est pas le Xiaomi? Le plus spéqué, c'est-à-dire avec le plus de fonctionnalités, le plus cher et le mieux. Pas le plus cher, peut-être pas le plus cher. C'est le Jabon Hope 3. Alors Jabon Hope, pour moi, c'est un des Jabon Hop, on est en France, on dit ce qu'on veut, on parle en anglais. Mais Jabon Hop, j'avais testé la première édition, je trouvais que c'était un des bracelets les plus aboutis d'un point de vue fonctionnalité. C'est vrai qu'il te réveille au bon moment, il fait des choses quand même assez intéressantes. L'analyse du sommeil est pas mal, l'autonomie est plutôt correcte, c'est 4-5 jours. Et ils ont sorti la version du coup 3 qui va encore plus loin parce qu'ils récupèrent encore plus de data sur notre activité, même sur notre santé. Ils sont capables de connaître la température. Finalement, on a des données que les autres bracelets ne fournissent pas. Et puis il y a des capteurs spéciaux, non? Oui, il y a des capteurs spéciaux. Alors j'ai oublié le nom. Il essaie de te piéger. C'est le capteur bio-impédance. C'est bio-impédant, ouais. Il est capable d'analyser. Voilà, c'est pas. Il est capable de connaître pas mal de choses, par exemple la transpiration, la température de la peau. La Baptiste, c'est une techno qu'il connaît un peu. L'hydratation. Ouais, l'hydratation, etc. C'est intéressant si vous voulez vraiment. Vous avez déjà eu un bracelet connecté, vous voulez aller un peu plus loin. C'est sûrement un des plus aboutis. Il est un peu plus cher. Il faut compter 180 €. C'est un des plus chers. Dernier produit, vous voulez une petite caméra à offrir. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de secret, c'est la GoPro. Il y a la 4e édition qui est sortie. Et surtout, cette fois-ci, il y a un premier prix qui est vraiment accessible, entre 150 et 200 €. Alors qu'avant, il fallait toujours dépenser plus de 300 €. Et si vous voulez le top du top, c'est la GoPro 4. Et si jamais il n'y a plus de stock de GoPro, vous pouvez partir sur le HTC Heureux, qui est l'espèce de tuyau HTC qui permet de filmer. C'est un produit un peu ovni, mais j'ai hâte de le tester. Alors normalement, il va arriver d'ici quelques semaines, il sera là avant Noël. Il sera là pour Noël. Donc ça s'appelle HTC RE. Personne ne sait comment le prononcer. C'est un produit très étonnant. Moi, j'ai hâte qu'on teste ça sur les pistes de ski. Je ne sais pas comment le tenir encore avec mes bâtons, mais on y croit beaucoup. Je le mettrai dans ma poche de chemise. Tu skis en chemise donc, c'est intéressant. Non, une poche de manteau. Non, mais je peux. Voilà. Mais voilà, une petite caméra comme ça, c'est intéressant. Aller plutôt vers la GoPro, c'est vraiment une boîte qui a de l'expérience. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu as une petite... C'était magnifique cette transition. Moi, j'ai un cadeau cher. J'ai un cadeau très cher. Lui, il vaut 900 €. C'est Panasonic qui nous fait un Lumix CM1. Il a un nom horrible. Autant se le dire. Ça a l'air d'un appareil photo. De l'autre côté, ça a l'air d'être... Je le déverrouille. Un téléphone. C'est quoi en fait? Ça fait les deux. C'est un photophone. Alors, c'est vendu dans les rayons des magasins plutôt de photos. Sauf que ça fait vraiment téléphone. Je prends photo, hein. Hop. T'as fait une drôle de tête. Il est sous KitKat, il est en version stock, il fait des très belles photos, c'est un compact expert, mais avec fonction téléphonie, donc on peut vraiment partager ses photos. Il y a un vrai écran au dos aussi, c'est ce qui est assez impressionnant. Il y a un vrai bel écran en fait, c'est un smartphone, avec un capteur. Il est un peu dans un positionnement hybride, c'est pas facile de le définir. Parce qu'on a déjà Ceci dit, il fait d'excellentes photos. Chez Samsung, des appareils similaires, mais j'ai l'impression que lui, il a un niveau largement au-dessus. Lui, il est équipé en Leica, il a un vrai bon capteur, un bon objectif, il est bien. Il est très bon, j'ai très envie de l'acheter. Et très quali. Et ouais, il est très quali, c'est un beau produit, il est très bien fini, avec l'imitation cuir dessus. Avec du métal. Il est cher, effectivement, ça vaut 900 €, mais c'est un beau produit qui vient juste d'arriver dans le commerce. Et si vous voulez un bon appareil photo et que vous voulez pas vous balader avec un téléphone à côté, eh ben faut prendre ça. Mais à 900 €, t'as quel? Je suis en train de le vendre là. T'as quelle architecture dessus? J'ai du Snapdragon, je ne sais plus combien, ça doit être du 800.
801. c'est du téléphone qui reste c'est pas mauvais, quoi. haut de gamme. C'est la 4G, c'est un Haut de gamme. téléphone Il haut est de gamme. 4G, oui, effectivement. Mémoire extensible, il a plein de J'espère qu'il va y choses. avoir 5 étoiles pour la photo. Bah, normalement, oui. Hein. On verra. En tout cas, c'est un très bon produit. Moi, je le conseille les yeux fermés pour les gens qui, évidemment, ont le budget pour ce type de cadeau. Je crois qu'on a fait le tour de toutes nos recommandations. J'espère que vous avez gagné beaucoup de sous ce mois-ci parce que ça va faire des cadeaux assez onéreux, mais très très connectés et utiles à votre entourage ou à vous-même. Et n'oubliez pas de vous faire des cadeaux à vous aussi. Ouais, je pense qu'il faut s'en faire à soi-même. Hein. C'est important. Ça Surtout peut à notre être pas âge, mal. les parents sont plus aussi généreux. Quoi. Ça commence à se tasser effectivement. En tout cas, c'est plus le moment pour commencer à vous décider. À un mois de Noël, ça va commencer à partir vite au niveau des stocks. Voilà pour cette sélection de Noël. J'espère qu'elle vous a plu. C'est maintenant le moment des applications de la semaine. Et Baptiste, forcément, tu nous as préparé un jeu. Évidemment. Mon petit jeu s'appelle Ninja Smash. Alors, il s'agit de développeurs indépendants qui font ça et qui nous contactent régulièrement pour parler de leur jeu. Là, c'est un jeu qui sent vraiment bon les développeurs C'est indépendants. vraiment pour toi, il y a marqué « Sois rapide et malin ». Alors attends. Alors, le principe, c'est qu'on a un damier, un plateau, voilà, un échiquier, pour être précis. Et on est un petit ninja qui se déplace exactement comme le cavalier aux échecs. Donc, c'est-à-dire 3 cases dans une direction et une case de travers. Donc, voilà le L. Alors, moi, j'ai et donc, on est vraiment un ninja et on a des poupées et des mannequins à exploser avec nos armes, tout en pensant que le personnage se déplace toujours en L. Au final, après, il y a des pièges qu'il faut éviter, des défis à faire dans le temps. C'est marrant. N'importe quoi. Voilà. Le design est sympa. Oui, c'est assez bien. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah, trop bien. De la shine-up un peu, des trucs. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ok. Mais, pour lancer le jeu. et les designs et les graphiques sont marrants. Il y a un petit côté, jeu des débuts. J'aime beaucoup ça. Alors très bien pour ton application. Est-ce que tu as été aussi ludique ou tu es parti sur une application sérieuse, Vincent ? Non, alors si, un peu plus sérieux, un peu plus utile, on va dire. Je pense que tu échanges comme message. Oui, voilà, tu spoil. C'est une application de SMS, en fait. Donc c'est la nouvelle application de SMS de Google qui s'appelle Messenger, qui est censée, alors pas vraiment remplacer Hangouts, mais venir l'accompagner en tout cas. Ça, c'est parce que la là, c'est uniquement pour les SMS et les MMS, et donc ça ne concerne pas les messages instantanés Gmail, par exemple. Et donc moi, j'avais un cahier des charges un peu précis, en fait, dans ma quête d'une nouvelle application SMS. C'était qu'elle soit compatible avec Android Wear, que je puisse recevoir sur mon téléphone les notifications, mais surtout que je puisse interagir avec de manière un peu plus complète que les applications de base. Parce que la plupart, si on reçoit la notification, et par exemple si on a 5 textos, et ben on ne peut pas lire les 5 textos à la suite. Et là, ce qui est bien avec Messenger, c'est qu'on peut en plus remonter dans une conversation. Donc je reçois un texto d'un contact, j'appuie dessus sur ma montre, et je peux remonter tout en haut des messages qu'on s'est échangés hier. Et alors pour revenir à l'application... Et tu dis, ah oui, c'était elle. En elle-même, elle fait donc la part belle à Material Design, parce que donc elle s'intègre très bien dans le Lollipop, et donc elle est vraiment sympa à utiliser, ergonomique, mais le cahier des charges n'est pas totalement rempli, parce qu'il n'y a pas d'icône. Quand on reçoit un texto, l'icône de l'application n'a pas de la petite bulle qui dit « Ah, tu as 5 messages en attente ». Un nouveau message, 2, 3, 4. Il y a uniquement les notifications sur le panneau des notifications. Il n'y a pas de pop-up non plus. Et il n'y a pas de pop-up non plus, non. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Mais elle est mieux que tout ce que j'avais trouvé. Ce qu'il faut dire, c'est que d'un point de vue développeur, aujourd'hui, quand on veut une application qui soit universelle sur KitKat et d'autres versions Android et Lollipop et qui utilise du Material Design, on n'a pas accès à toutes les API Material Design, tous les outils Material Design. Du coup, des fois, il faut un peu tricher. Soit on fait du maison, soit on n'intègre pas. Et je pense que si pour les notifs, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on préférait garder le traditionnel
qui fonctionne partout. Gaël, Moi, toi c'est aussi tu nous as préparé une pareil, application SMS. Est-ce qu'elle est mieux? C'est une application SMS qui, à mon avis, est un peu mieux. Alors, ça s'appelle comment, déjà? Ça s'appelle QK SMS. Donc, en vrai français, ça fait QK SMS. Elle ressemble, hein? Qui ressemble beaucoup, effectivement, à Messenger. C'est vrai que d'abord, c'est une belle application. C'est-à-dire que c'est un développeur indépendant, un jeune développeur qui a à peine 20 ans, qui a fait le truc, qui a arrêté ses études, d'ailleurs, pour le faire. Qui voulait une application SMS qui convienne. Donc déjà son application, elle respecte très scrupuleusement les guidelines de material design. C'est assez agréable. Ce qui est bien avec cette application, c'est que c'est plutôt joli. C'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur. Donc c'est pas celle-là. On peut choisir la couleur des thèmes, ce qui est assez intéressant. Il y a des bulles, pareil. Mais voilà, il y a des bulles, pareil. Je mets trop de choses. Il y a des pop-ups qui apparaissent. Moi, c'était vraiment le truc que je voulais sur mon application. C'est comme l'application Messenger de Facebook. C'est dès que tu reçois un message, tu as une bulle ou un message qui apparaissent directement. Surtout que, vu que j'ai souvent mon téléphone sous les yeux, je suis souvent sur une autre application, j'ai la flemme d'aller ouvrir l'application de messagerie partout ailleurs. T'as le mode nuit, c'est pour avoir l'interface en format. Voilà, t'as un mode nuit qui est assez bien foutu puisque tu peux le régler en fait. C'est-à-dire que tu dis que ton mode nuit commence à 23h et termine à 7h du matin, il va passer en mode nuit à 7h. Super pour les écrans AMOLED aussi. Super pour les écrans AMOLED. Il y a un mode spécifique pour les écrans AMOLED d'ailleurs. Il y a un mode spécifique pour les écrans AMOLED. Alors ça, c'est réservé à la version payante. La version payante qui coûte, je crois, 1,50€, un truc comme ça. Baptiste n'a pas payé. Donc moi j'ai pas payé non plus parce que la version gratuite me suit. Il y a plus de thèmes aussi qui sont dedans. Il faut savoir que l'application vient tout juste de sortir de bêta. Elle a à peine une semaine qu'elle est sortie de bêta. Le développeur suit encore très près sur le développement. Tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des bugs. Tout n'est pas encore traduit en français. Donc dans les sous-menus, il y a encore un peu d'anglais qui traîne. Mais c'est très prometteur. Vraiment très prometteur. Et pour moi, c'est une des meilleures applications. J'ai remplacé mon application de SMS par ça. Il y a marqué l'or humanoïde et t'as envoyé bière. Oui, on m'avait demandé de faire un test, alors j'ai... On était surtout vendredi et soir, et puis... Oui, j'ai été tombée dessus. Je ne juge pas. À qui le tour? Mais à toi, justement, au lieu de te moquer de mes SMS. Ok. Qu'est-ce que vous faites quand vous transférez un gros fichier, c'est-à-dire une grosse vidéo, par exemple, ça arrive souvent, maintenant qu'on peut faire des vidéos en 4K sur son téléphone. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez transférer à quelqu'un? J'utilise Drive. J'utilise WeTransfer. Soit tu l'envoies par email et puis soit tu exploses la boîte mail Gmail. Soit tu envoies une clé USB par pigeon voyageur. Soit tu le mets sur ton ordi, tu envoies la clé USB par pigeon voyageur si tu veux. Ou soit tu utilises sur Drive, mais ça t'embête parce que le fichier il va rester sur ton Drive et au bout d'un moment Google va te dire il n'y a plus de place et tu vas devoir payer parce que tu es un gros flemmard et que tu n'as pas envie de nettoyer ton Drive. Bref, il y a une autre solution. WeTransfer, vous l'avez tous utilisé pour télécharger des fichiers, illégaux ou légaux, on ne sait pas. Et aujourd'hui, ils ont sorti une application qui permet tout simplement de transférer un fichier, qu'il soit léger ou lourd, à quelqu'un. Dans n'importe quelle application, dès qu'on a des fonctions de partage, par exemple la galerie photo, on va sélectionner ses photos, ses vidéos. Ensuite, on sélectionne WeTransfer. WeTransfer, du coup, va récupérer tout le contenu, va l'uploader sur ses serveurs. On met la personne à qui on veut l'envoyer, soit on l'envoie via un lien dans un email ou un SMS, etc. Et surtout, super fonctionnalité, pendant que ça télécharge, ça upload, ça peut prendre du temps, si on est en 3G par exemple, ou en DSL, et il y a des fonds d'écran qui vont j'ai envoyé qu'une photo, là, on n'a pas vu la petite animation. Ça va trop vite, mais normalement, tu as un petit fond d'écran qui va changer, donc il y a un petit diapo de fond d'écran qui va permettre de t'occuper quand ça upload les fichiers. Tu peux faire autre chose en même temps, quand même? Alors ça, j'ai jamais... non mais je veux dire... absorbé par les fonds d'écran. Non mais moi j'ai toujours peur de quitter une app et que... tu sais, c'est les vieux réflexes à la iOS. T'as peur que ça coupe la tâche que t'es en train de faire. T'as peur que le multitâche ne fonctionne pas. Mais ça, je pense que ça doit fonctionner. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Par contre, on voit dans les notifications l'avancement de l'upload. Donc oui, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ça va fonctionner. Elle est simple et elle n'est pas material design par contre. C'est terrible. Oh là là, comment on va faire? Ça s'appelle WeTransfer et c'est gratuit. Vous avez droit à 10 gigas à transférer gratuitement, ce qui est largement suffisant pour vos vidéos de vacances. Ça permet de tester effectivement suffisamment de fichiers. Voilà. Voilà pour cette sélection d'applications très sérieuse cette semaine, à part Baptiste. On va se quitter sur donc, ces applications. On va remercier en régie Olivier Rousseau à la réalisation, Guillaume Osson et Edouard Marquis, notre producteur. Sur le plateau, merci Gaël d'être venu. À la prochaine. Toi aussi Vincent. Merci à toi. Baptiste. À la prochaine.
Et Ulrich qui est déjà en train de jouer avec son téléphone. Je suis vraiment désolé. Tu devrais avoir un Mais je serai là sûrement la semaine prochaine. Ah, bah, sauf parfait. si je me perds. Mais tu as tellement de téléphones, tu On a devrais pas changé pouvoir. de locaux, le chemin est vraiment plus évident maintenant. C'est ça. Il faut facile prendre le pour toi. métro, sortir, marcher. C'est difficile Et en en hiver. hein. plus, ça marche mal son Android Wear Casio. Là. J'ai pas Google Maps. Tu peux la montrer ta montre comme ça, on saura vraiment. Donc, Quelle voilà. On la voit ou pas quelle est- Donc, c'est du Casio. Hein. Pas très. Alors, déjà, elle a une notification, elle peut programmer une alarme et elle vous notifie quand l'alarme est déclenchée. Oh, c'est bien. Et enfin, vous pouvez aussi faire des calculs simples. Multiplication, addition, soustraction, ce qui Ouais. peut être quand même très utile si vous voulez tricher dans un DST. C'est vrai. Par contre, elle fait pas les dérivés et toutes les intégrales, etc. Ça, c'est vraiment C'est dommage. c'est vraiment malheureux. hein. Quant à moi, je vous invite à partager cette émission avec le hashtag Androtech. Merci à Sony pour son soutien pour le tournage de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 32 d'Androtech. Salut Au Salut. revoir. Salut les gens. À la prochaine.